J'aime bien cette musique. Et il y a de l'ambiance. Ouais. No Code France, c'est. J'espère qu'il y aura de la musique comme ça au No Code Summit euh, à la fin de. Au printemps, là. Qu'on Vous étiez allé s'ambiance d'ailleurs à la fête le entre les soir? tables rondes. Ça avait été branché? Quoi? La fête du No Code Summit, c'était. Il y avait de l'ambiance l'année dernière? Eh ben, je ne sais pas, je n'y étais pas. Pas? Non, nous on était calmement, Élise. Tu peux pas savoir, on était au restaurant. Ouais, nous, on avait fini, nous. On est parti. On avait fait autre chose. Bon, bonjour à tous, hein. On parle d'autres choses, mais l'objectif d'aujourd'hui, c'était quand même pareil de parler de Make. Je vois qu'il y a déjà 6 personnes qui nous regardent. Donc je pense que Make intéresse des gens. Et on veut parler en particulier de tout ce qui est debugging, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait à longueur de journée à partir d'un moment, quand les gens nous appellent. Et donc l'idée, c'était que les gens racontent un petit peu des histoires sur leur debugging d'Airtable. Ça vous va ou est-ce que Pierre, tu veux parler, tu veux dire des petits mots parce que tu avais l'air d'être très chaud sur cette thématique tout à l'heure. Bah, je suis chaud parce que ouais, c'est un sujet super intéressant. Il y a énormément de choses à en dire et je suis chaud à la fois de partager ce que j'ai à dire, mais aussi d'écouter ce que vous avez à dire parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on fait un peu chacun notre petite tambouille. On se développe au fur et à mesure nos propres astuces, bonnes pratiques et tout. Donc, j'ai hâte qu'on partage un peu tout ça. Et j'ai envie de dire, pour entamer dans le vif du sujet, je vais commencer par un point qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais puisqu'on parle de debugging, on va parler évidemment d'erreurs dans Make. Et il faut savoir que dans Make, il y a en fait deux types d'erreurs. Il y a des erreurs de fonctionnement, de routine, qui ne vont arrêter le scénario qu'au bout de X erreurs, et ce nombre, on le définit dans les paramètres. Dans les paramètres d'un scénario, vous pouvez dire arrêter le scénario. Tu peux partager un compte mail pour nous montrer? Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Parce que même moi, Alors, donc, quand vous allez dans les settings du scénario, vous avez dans Advanced Settings une option Number of Consecutive Errors, donc le nombre d'erreurs consécutives avant de désactiver le scénario. Mais il faut savoir que ça marche pour une partie seulement des erreurs. Ça marche pour les erreurs de fonctionnement. Et il y a un autre type d'erreur que moi j'appelle des erreurs critiques ou des erreurs de conception, où en fait Make considère que si ça a planté, c'est que le scénario est mal conçu. Et donc à ce moment-là, peu importe le nombre que vous avez mis ici, il va désactiver votre scénario à la première erreur. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est aussi à prendre en compte si vous avez un scénario qui ne doit jamais s'arrêter. Hein, il faut prendre en compte que si vous avez une erreur critique, le scénario il va s'arrêter si vous n'avez pas de error handler, etc. Après, comment on gère ça, on va en parler. On va en parler après. Mais le souci, en fait, c'est que c'est pas forcément mal comme principe d'avoir ces deux types d'erreurs. Le problème, c'est que Make est pas toujours ultra intelligent pour catégoriser les erreurs entre ces deux catégories, et notamment les erreurs 500 qu'il y a régulièrement dans Airtable depuis quelques mois, même si ça va un peu mieux maintenant. Make considère ça comme une erreur critique. Donc il va immédiatement désactiver le scénario s'il y a une erreur comme ça qui est rencontrée. Pareil pour des erreurs 500 Shopify, ça arrive aussi des fois. Donc voilà, ça fait partie des choses à garder à l'esprit. Là, c'est pas lié aussi au type de trigger, parce que j'ai l'impression que les webhooks ils se lancent plus facilement. Enfin, peut-être que c'est non, c'est peut-être non. Alors, moi, c'est l'interprétation que j'en avais à force d'utiliser Make, que j'avais ressorti sur le Slack No Code France quand quelqu'un a posé une question, et Benjamin Poté de Make s'est renseigné sur le sujet, et effectivement, c'est bien comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment le type d'erreur et pas le trigger qui va changer le comportement.
Voilà pour mon premier élément. Faites-moi rêver. C'est intéressant parce que finalement, moi, je joue assez peu, tu vois, sur ce paramètre-là. Mais j'ai tendance, tu vois, à mettre des breaks et à activer le stockage des exécutions incomplètes. Ouais. Et donc, quand tu actives le stockage des exécutions incomplètes, et tu vois, tu peux aussi donc désactiver le fait que ça, comment dire, que ça se joue de manière séquentielle. En gros, tu peux permettre voilà, de stocker les exécutions incomplètes tout en laissant le scénario tourner pour la suite, ce qui permet de jouer. Comment vous identifiez qu'il y a un problème dans ce cas-là? Parce que moi, j'ai toujours ce souci que si je mets ce genre de error handler, bah, parfois, on voit pas qu'il y a l'erreur, quoi. Donc moi, je préfère avoir les vraies erreurs, boum, ça pète, j'arrive, je fixe et puis c'est reparti. Plutôt que de voir des choses qui passent comme des succès et t'es pas au courant, quoi. Enfin, Break, ça passe pas comme des succès. Il me semble qu'on a des mails. Je ne sais plus. Après, là, c'est pas moi qui reçois les mails parce que c'est le client qui reçoit les mails. Je suis pas sur leur orga parce qu'il y avait trop de trop de scénarios créés par d'autres personnes. Enfin, je recevais trop de mails, donc je suis pas dessus. Mais quand tu mets en break, c'est quand même considéré comme une erreur et tu vois, c'est quand même marqué en warning et il me semble que tu reçois quand même des. Et c'était quoi l'avantage pour toi d'avoir le côté incomplete? Mais en fait, l'avantage. Ah oui, tu veux dire que les autres, ça continue sur les autres. C'est embêtant, par exemple. Voilà. Imagine, tu as un formulaire qui déclenche l'automatisation. Oui. Et du coup, tu vois, si jamais si jamais ça pète et que tu as genre 15 formulaires en attente et que tu vas, imagine, tu vas dans ton scénario, tu le modifies, et que tu sais, parfois ça peut se sauter la fait de rejouer moi, ça m'est déjà arrivé que rejouer les exécutions, tu sais, en attente, Oui. le bouton disparaisse. Si jamais tu re-sauvegardes ton scénario entre-temps. Ok. Ah, que les trucs en attente disparaissent, d'accord. Non, moi, ça, j'avais pas de. Non, je n'ai pas trop rencontré le souci. Moi, j'ai un problème avec les incomplete executions. C'est que c'est pratique des fois, mais en fait, Make les refait tourner un peu quand il veut, et tu peux pas le déclencher. Alors des fois, tu as un dossier incomplete execution non vide, et tu ne peux rien en faire. Je ne sais pas quoi faire de ces incomplete execution. En fait, tu peux retourner dans le détail et relancer chaque incomplete execution. Eh bien, des fois, non. Pour des raisons qui m'échappent. Ok, mais en tout cas, là, j'ai le cas avec un client. Bon, il y en a une trentaine, c'est pas très sympa de le relancer, mais au moins, elles sont toutes stockées et j'ai le bon, tu vois, j'ai le bon, comment dire, j'ai les bonnes données du webhook qui sont stockées, je peux le relancer. Et ce qui est chouette, c'est que tu peux même remplacer certaines valeurs qui ont bugué manuellement pour relancer. Tu peux montrer ça ou t'as pas le temps? Ou c'est chaud? On va couper le live. On verra ça plus tard, d'accord. Je sais pas trop si je peux le montrer, mais en tout cas, c'était quand tu as des scénarios comme ça déclenchés par des webhooks qui sont appelés par d'autres scénarios et que moi j'ai un peu peur, tu vois, de ce proceed last, tu vois, comment il appelle ça, mec? Proceed. Sequential processing? Tu sais, quand t'en as certains, t'en as 10 en queue qui attendent. Oui, eh bien, moi, j'ai un peu peur de cette queue-là. Enfin, j'ai un peu peur de cette partie-là parce que ça m'est déjà arrivé de les perdre. Et une fois que tu as perdu cette dizaine-là, je crois que c'est quand tu réenregistres ton scénario ou que tu dis. Il me semble que quand tu réenregistres, que tu modifies ton scénario, ben, moi, ça m'est déjà arrivé de perdre. Et du coup, une fois que tu les as perdus, tu ne peux plus jamais les rejouer, quoi. Mais en queue, où ça? Dans un webhook, les queues de webhook, elle a perdu toute sa queue, quoi. Moi, j'ai un webhook, quand il y en a 10 000 dans la queue, il n'en enregistre pas de nouveau. Ça, c'est à savoir. 10 000. Mais bon, c'est 10 000, quoi. Moi, j'ai jamais eu un souci de queue de webhook qui se vidait toute seule. T'es sûr que t'as pas été cliqué sur ton listing de webhook? T'as pas cliqué sur la corbeille par inadvertance, comme ça, j'ai des spasmes, je clique sur la corbeille 2 fois.
D'ailleurs, il faut tout sélectionner puis cliquer sur la poire. Après, il y a un point important dans ce que tu disais, c'est sur les emails. C'est vrai que les notifications mail, c'est important. Moi, ce que j'ai fait pour un client qui a des dizaines de scénarios, il y a des erreurs dans tous les sens, c'est que j'ai demandé au client de me transférer automatiquement tous les mails qu'il reçoit de Make, mais moi, je fais un filtre, c'est-à-dire que tous les mails d'erreur, je les supprime directement et je ne garde que les mails typiquement de tel scénario s'est arrêté, etc. Parce que ça, il faut vraiment que je sois au courant en direct. Mais après, toutes les erreurs, on a une très grosse base Airtable, il est timeout en permanence. Je ne vais pas être alerté par mail à chaque timeout, sinon ma vie est un enfer. Un point intéressant, parce que justement, j'ai eu le cas avec une cliente, d'ailleurs, elle a eu le bon réflexe, elle sait bien le faire, c'est parfois, il y a un webhook qui passe pas, et ça bloque, et les gens sont totalement bloqués, et les gens ne savent pas comment aller supprimer juste un seul des triggers, un seul trigger webhook pour que ça puisse commencer à continuer, parce qu'ils ont leur queue, si c'est à 10 par exemple, ils veulent le relancer et en fait ça bloque sur une des lignes et ils ne savent pas comment faire. Et donc le fait d'aller dans l'historique et d'aller regarder celle qui pose souci, parce que parfois c'est lié au fait qu'on a supprimé quelque chose dans Airtable et tout ça, donc en fait elle n'est plus là, quoi, donc ça ne marchera pas dans tous les cas. J'ai envie de dire, si le problème c'est que tu as supprimé quelque chose dans Airtable, ça, ton scénario doit être capable de le gérer. Il doit être capable de gérer j'update ce record, mais j'ai un cas où si le record n'est pas trouvé, alors j'ignore le truc ou quelque chose. Pour moi, ça c'est un cas de base que tu dois gérer dans le scénario. C'est pas juste un truc de je vais dans ma file et je supprime, parce que c'est un truc qui peut se produire quand même de temps en temps. Là, c'était, si tu veux, c'est genre un module get où là, l'ID, il n'y a pas d'ID. Donc, typiquement, pour gérer ça, pour gérer vraiment les erreurs de base, typiquement, juste après le webhook, je vais mettre un filtre pour dire l'ID n'est pas vide. S'il y a une erreur 404 non trouvée sur le get. L'ID n'est pas vide. Mais si entre-temps, les webhooks ont été lancés et entre-temps, les gens ont supprimé la ligne. Oui, mais pour moi, ça s'anticipe en fait. Ça s'anticipe dans la création du scénario. Les deux commentaires. C'est-à-dire que tu vas faire ton webhook. Pas plus là. Tu vas faire. Je te mets, vas-y. Ton get record sur Airtable par exemple, et tu vas ajouter un error handler ignore uniquement si, alors je sais plus quel est le message, mais message contains found par exemple. Je sais plus exactement quelle est la syntaxe. Et vous, quand est-ce que vous utilisez du coup ignore ou commit? Ignore, c'est quand l'erreur n'est pas importante. Typiquement, je mets des ignore sur mes... Donc, comme on a une grosse base, il y a beaucoup de timeout sur des search. Quand un scénario commence par une search, je mets un ignore sur cette search en cas de timeout. Parce que c'est pas important, à part si c'est un scénario qui tourne une fois par jour. Dans ce cas-là, bon, c'est un souci, j'aimerais bien qu'il retourne juste après. Mais si c'est un scénario qui tourne toutes les 5 minutes, si j'ai un timeout à un moment, je m'en fiche. Donc, j'ai même pas envie de stocker une erreur là-dessus, par exemple. Après, je pense qu'un point important déjà à garder à l'esprit quand on conçoit notre scénario, c'est à quel niveau le scénario est critique. C'est-à-dire que tous les scénarios n'ont pas forcément la même importance ou on va pas forcément prioriser les mêmes aspects. Est-ce que l'enjeu, c'est de ne perdre aucune donnée? Je récupère des commandes de mon Shopify, je veux que toutes mes commandes soient là. Je ne peux pas me permettre d'en perdre. Est-ce que le but, c'est de traiter toutes les données dans l'ordre, par exemple? Est-ce que le but, c'est que le scénario ne s'éteigne jamais, qu'il tourne en permanence? Est-ce que le but, c'est que le scénario fonctionne instantanément? Il ne faut pas que ça tourne 1 heure après, il faut que ça fonctionne tout de suite. En fait, selon les scénarios, on va avoir des besoins différents sur ces points-là, et il faut savoir les prioriser, parce que si on essaye d'avoir tout ça à la fois, on va forcément se planter. On va forcément essayer de mettre typiquement des ignores dans tous les sens, etc., où on va gérer des erreurs qu'on n'avait pas anticipées et on va effectivement perdre des données ou faire des grosses bêtises. Donc,
il y a des fois où je me dis, moi, mon but, c'est de ne perdre aucune donnée. Donc, j'accepte typiquement d'avoir des erreurs sur ce scénario, parce que je sais que quand il y a une erreur, il se met en pause pendant 10 minutes. Dans 10 minutes, il réessaye et il va réussir. Et ça, c'est totalement acceptable. En fait, il ne faut pas forcément aller systématiquement à la chasse aux erreurs, mais ça va dépendre vraiment de ce qu'on fait. Si le but, c'est que ça fonctionne instantanément, effectivement, j'irais plutôt stocker dans une incomplete execution pour plus tard et laisser comme ça le webhook accessible pour processer les nouveaux éléments qui arrivent tout de suite. Donc, c'est important à garder à l'esprit. C'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête quand j'ai commencé, mais je m'en rends de plus en plus compte, c'est qu'il y a vraiment des besoins qui sont très très spécifiques à certains scénarios. Voilà, qui est-ce qui veut commencer à présenter son petit cas d'étude? Élise, tu veux y aller? Ou je commence comme tu veux. Ouais, mais moi je peux vous parler de... Tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement de... Tu veux partager quelque chose à l'écran? Ouais, je vais vous parler là plus de Stripe, de ce qui m'arrive avec Stripe. Et ça sera intéressant de savoir si vous avez déjà eu ça de votre côté. Alors, je vais vous partager, je vérifie juste 2-3 trucs. C'est bon. J'ai pas 2 écrans pour une fois. Ça c'est bien, ça sera pas tout à l'heure. Ah, si je peux quand même partager qu'une fenêtre. Alors, by the way. Même si j'ai qu'un seul écran. Est-ce que vous voyez ma fenêtre, du coup? Yep. Et vous la voyez en grand ou vous la voyez en... Bon, attends, je vais mettre en mode comme ça. En carré. Elle est toute carrée, c'est bizarre. Elle est toute carrée, c'est parce que c'est la moitié de mon écran. Et j'avais noté 2-3 trucs à gauche. Ok. Ça vous va? Ouais, du coup, c'était pour parler de Stripe. En fait, avec les rechargeurs, on voulait automatiser la création de comptes connectés. Ça veut dire, en fait, nous, on récupère un certain nombre d'infos à l'inscription des transporteurs. Et en fait, on ne voulait pas qu'ils s'onboardent avec Stripe parce que c'était trop... On les perdait, quoi, si on devait les onboarder avec Stripe. Et du coup, on voulait les onboarder à leur place. Donc, on récupère des petites infos dans un formulaire et après, on va créer toutes les infos et on va créer le compte connecté sur Stripe. Donc, en fait, parce qu'il faut créer le compte, la personne associée et le compte bancaire associé, quoi. Donc, sachant que souvent, Stripe, il te demande 15 fois les mêmes infos. Et c'est pas toujours hyper rapide. Donc, on a automatisé ça. Et donc, là, c'était assez marrant parce que j'avais fait pas mal de... J'avais fait déjà tous mes tests avec une clé API de test. Il faut savoir que Stripe, donc en fait, il y a des clés API de test, des clés API de production. Les clés API de test, il y a ce qu'ils appellent les publics ou même les publishable API key et les private API key. Donc, ce qu'ils nous disent, Make, c'est d'utiliser les private API key à chaque fois. C'est bien ça. Ouais, c'est les clés d'API secrètes qui veulent qu'on utilise. Et donc, en fait, j'avais mis des modules Stripe partout. Ceux-là, ils n'existaient pas, en fait, les HTTP. Les HTTP. Donc, globalement, dès qu'il y a une demande, je récupère, en fait, ça, c'est un truc de Stripe aussi, il faut récupérer un token pour bien spécifique pour le compte et après, pouvoir créer le compte. Donc là, je l'ai fait en parallèle, soit je crée le compte et j'inscris l'identifiant sur Airtable, soit je mets à jour le compte existant, parce que j'ai même Webhook pour tout. Et ensuite, pareil pour la personne, je viens récupérer un token et je crée ou je mets à jour la personne. Et puis, après coup, je crée le compte bancaire s'il n'existe pas. Bon, voilà. Et voilà tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et donc en fait, je me suis rendu compte qu'en passant de la partie, comment on appelle ça? En passant du mode de test au mode de production, en fait, mes modules Stripe, là, de token, ils ne marchaient plus.
Et en fait, j'ai vu que, et j'ai mis du temps à comprendre. J'étais, mais waouh, ça marche pas en prod alors que tout marche en test. Alors qu'en fait, ici, j'ai juste eu besoin de changer, quoi, clé de prod, clé de test, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte dans leur doc API, enfin, c'est assez bien caché, que l'aspect token, eh ben, il marche qu'avec les clés, en fait, publiques. Et donc, il faut la clé publique de production et pas la clé secrète. Et en fait, le module de make marche qu'avec les clés secrètes. Donc, en fait, j'ai dû recréer tout le module là que j'avais construit. J'ai dû le recréer en HTTP. Sachant que c'est un peu. Ah, mais c'est juste le module token qui... Ouais, en fait, là, tu vois, ici, tu vois, j'ai mis Stripe prod, j'ai ma clé de prod. Et quand j'ai fait ça pour mes calls, les calls API, voilà, avec ce endpoint-là, Ouais. là, il m'a dit erreur. Il ne voulait pas Ouais. faire un call API. Il voulait pas faire un call API avec la clé de production. En fait, les modules de Stripe acceptent que les clés secrètes et pas les clés publiques. Et en fait, avec ce call API précis, il fallait passer par les clés publiques. Donc, c'est un problème de configuration du module make, en fait. Ouais, en fait, c'est dommage. Le module de make accepte pas les clés publiques. Ouais. Alors que là, on est obligé pour ce call API-là, quoi. Et il y a un module spécifique pour récupérer un token? Un module Stripe? Non, en fait, je passais par le Par le module HTTP, le make custom. call API, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais tu vois, j'étais persuadée que ça allait marcher. Parce que ça marchait en test. Et ça marchait plus en prod. Ouais, ça, c'est super bizarre, par contre. Et ouais, c'est super C'est bizarre, mais vraiment quand c'est le statut du compte Stripe qui impacte. Quand tu dis dev ou prod, c'est qu'est-ce qui tu mets en statut dev ou prod? en fait, au début, j'ai tout développé avec mes clés API de test. Tu vois? Ok. J'ai tout testé parce que sur Stripe, quand tu fais des tests, tu peux pas te permettre de faire Oui, donc, d'inscrire des gens. ils ont un mode test, c'est ça. Il y a un mode test. Voilà. En fait, il y a un mode test sur Stripe et tu peux, du coup, tout ton dashboard sur Stripe, il est en mode test. Donc, tu as toutes des données de test. C'est assez chouette parce que tu peux faire des paiements en mode test, tu peux ajouter des comptes de test, tu peux jouer avec l'argent et les comptes en mode test. Et ça t'évite de polluer tout ton Elise, elle aime jouer dashboard avec Stripe. l'argent. Voilà. Mais Elle aime jouer avec l'argent. dès que tu veux, passer en prod, tu as des limitations. Notamment pour la partie token. Si vous avez besoin de passer par des tokens, vous verrez qu'en mode prod, c'est plus possible de passer avec les modules de Stripe. Voilà pour ces questions de clés API secrètes et privées, en fait. Si tu vois, alors, je vais vous montrer la doc. En fait, la doc, tu vois, là, pour créer un person token, il te dit, ouais, les person tokens en mode live, en mode production, elles peuvent être créées uniquement avec les publishable key. Et donc en fait, c'est une restriction de Stripe pour des questions de sécurité. Et là, il dit, tu vois, que en fait, tu vois, tu as 4 clés. Tu en as 2 en mode test et 2 en mode prod. Ouais. Une secrète. Ce qui est étonnant, c'est qu'il fonctionne différemment en mode live et en mode dev. Tu vois, là, en mode dev, ils te disent ah oui, tu peux utiliser ta clé secrète, mais plus en mode Parce que dev. du coup, ça te laisse croire en mode dev que ça fonctionne, et quand tu passes en prod, ça marche plus. C'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Après, de ce que les gens disent sur les forums, je ne suis pas la spécialiste de la sécurité, mais de ces questions de sécurité. Mais oui, apparemment, c'est une question de séparer tes clés et dès que tu as des questions de jetons, d'utiliser la clé publishable, qui est en fait beaucoup moins critique d'exposer que ta clé secrète, qui est censée être du côté serveur. Mais ce qui est étonnant, c'est que Make fonctionne qu'avec les clés secrètes aussi, quoi. Enfin, donc c'était assez marrant de tomber sur ce genre de problème-là, pas géré par Make. Bon. Donc je me retrouve avec des calls HTTP en plein milieu. Bon. Voilà, un peu pour l'anecdote. C'est juste sur le moment, j'ai passé du temps à comprendre. Et voilà. Julien, j'ai vu un beau graphique sur ton écran. Tu m'intrigues. Un graphique? Ouais.
Bon, bon, donc c'est à moi de parler dans ce cas-là, c'est ça? Une manière détournée de te le dire. Alors, moi, je vais vous parler d'un cas qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui n'est d'ailleurs même pas résolu. Voilà. Comme ça, vous le savez. Donc, je vais parler d'une boîte qui s'appelle D'Avogado Guy, qui livre des avocats à New York dans les restaurants et chez les particuliers. Et donc, C'est une vraie boîte? Pardon? C'est une vraie boîte, un vrai client? Oui, bien sûr que c'est une vraie boîte. Je sais pas, moi. C'est une petite boîte. Oui, moi, je parle de mes clients, c'est des petits clients. Ça aurait pu être un client français qui vend des pommes de terre et tu Ouais, l'as c'est anonymisé en disant qu'il vendait des avocats à New York. absolument pas anonymisé. Donc, le système, donc les commandes tombent dans Airtable. D'Airtable, elles sont envoyées. Donc, il y a un système de facturation automatique dans QuickBooks. Et une fois que la facture est faite, la commande est envoyée dans un outil qui s'appelle Trackpod. Donc, c'est un outil pour faire de l'optimisation de route de livraison. Mhm. D'accord? Donc, toute la journée, les commandes sont passées sur cet outil-là. Et le matin, à 4 h du matin, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, bon, j'ai qui comme livreur aujourd'hui? Alors, si on regarde, voilà, par exemple, il y a les livreurs, ça va être Rosou, Octavio, Louis. Donc, ça, c'est les gars, c'est les livreurs. Et donc, on va dire, pour le 25-4, il y a Rosou, ça va être une route. Louis, c'est une route. Et ils ont chacun une zone. Et donc, ensuite, tu mets les commandes. En fait, c'est ça. Ça va repérer un petit peu dans quelle zone ils vont et ça va automatiquement mettre les commandes dans les routes. Et ensuite, donc voilà, il y a ces routes. Et donc, les gars, ils ont juste à suivre les routes qui sont optimisées pour aller faire les livraisons. C'est intéressant. Voilà. Et moi, donc j'avais une automatisation qui, une fois que les routes étaient bien associées, j'allais remettre le nom de ces routes dans Airtable parce que j'en avais besoin pour d'autres trucs. Et donc, système qui fonctionnait très bien. Donc là, je vais vous montrer j'ai fait un petit organigramme. Donc, l'idée, c'est que la commande tombe dans Airtable. Il y a une automatisation qui ajoute la commande dans Trackpod. Ouais. Et en fait, il y a un ID dans Trackpod. Et cet ID, en fait, c'est le QuickBooks ID. Hein, le QuickBooks ID. Donc, en gros, l'ID dans Trackpod, c'est l'ID du QuickBooks. Excusez-moi. On pourrait croire que c'est un client ukrainien. Oui, ça. Ouais. Donc, ils créent leur route et ensuite, eh bien, j'ai une automatisation qui vient juste prendre l'ID du QuickBooks, c'est dire, moi, j'ai besoin d'aller rechercher, d'aller retrouver ma commande dans Airtable pour aller lui mettre le nom de la route. Et donc, ça, c'est le scénario qui fait ça. Et à un moment donné, j'ai eu, voilà, pouf, erreur. Il n'a pas trouvé la ligne dans Airtable. Alors que la seule chose que je fais, c'est que je prends le numéro QuickBooks, je le mets dans Trackpod, et ensuite je prends ça et je vais retrouver le record dans Airtable. Donc, Est-ce que quelqu'un ne l'a pas supprimé entre-temps? Et la ligne n'avait pas été supprimée. La ligne existe toujours. Oui. Et quelqu'un n'a pas modifié l'ID? C'est lequel? C'est le numéro combien Alors, qui a planté? on va faire le processus que j'avais fait. Donc, j'ai vu, OK, numéro 123 qui pose un souci. Très bien. Donc, j'ai été regarder le numéro 123 ici. Donc, regardez. Numéro 122, excusez-moi. Numéro 122, donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Ça va chercher dans Airtable le numéro de Trackpod qui est celui-là. Très bien. Qui est un numéro comme ça, un gros numéro. Tu stocks ça sous forme de nombre? De quoi? Ton ID, il est stocké sous forme de nombre? Ouais, le QuickBooks ID, c'est un nombre. Ouais, c'est plutôt une mauvaise idée de stocker les nombres sous forme d'ID. Les ID sous forme de nombre. En tout cas, c'est le numéro de la facture, en gros. Ouais, mais en fait, en gros, il n'y a pas besoin que ce soit un nombre parce que tu vas pas faire des opérations dessus. Et si tu as un ID avec un 0 devant, en général, ça n'arrive pas, mais ça peut, il ne sera pas stocké avec ton 0 devant. Le 0, il va sauter parce que c'est un nombre.
Oui, ça, je vois tout à fait. Mais en tout cas, c'est une boîte que j'ai reprise. Donc, il y avait au niveau au niveau du numéro QuickBooks et même de Trackbot, tout ça, c'était en place. J'ai Ok. repris. Je vois tout à fait ce que tu veux dire sur l'histoire du zéro. Effectivement, il faut Ouais. faire attention. Mais quand tu regardes la 123, là, on a un tout petit numéro. Donc, en fait, Mais justement, là, il commence par un 0. oui, mais en fait, ce numéro-là, c'est pas le QuickBooks ID. Soyons clairs. Ah, c'est ça Parce le que problème. si tu regardes les chiffres, c'est des chiffres comme ça. C'est des chiffres c'est des gros Ok. chiffres. D'accord, 65 000. Donc, il y a un Mais problème. Et en gros, l'ID dans Trackpod, c'était ça, en fait. Et donc, l'ID, mon QuickBooks ID n'a pas été pris par Trackpod. Donc, ça veut dire que je me dis, c'est dans le scénario d'avant, donc le scénario qui a généré dans ouais. Trackpod la commande, qu'il y a eu un souci. Donc, on remonte d'un niveau. On va dans le scénario. C'est pas ça, d'ailleurs. On va dans le scénario qui crée dans Trackpod les commandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quand est-ce que la commande a été générée. Parce qu'il faut savoir à quelle heure tout ça s'est passé. Donc, ma commande, elle est là. Vous voyez d'ailleurs que la route n'est pas là. J'ai regardé, OK, c'était 11h19. Sachant que 11h19, ça, c'est l'horaire. Enfin, il y a 2 heures de décalage entre Est-ce qu'on peut juste Airtable prendre un moment pour dire à quel point c'est génial cette fonctionnalité d'Airtable où tu vois tout Ouais. l'historique des et historique. Oui, ça modifications et c'est. tout. Ah, C'est, enfin, dans le pour le debugging, debugging de Make, ça sert énormément. pour Dans le le debugging debugging, de Make, ça te Mm, sauve la vie, quoi. Ça te fait gagner des heures. mm, mm. Alors, Seb commence à parler de latence et tout ça, donc on va rediscuter de ces histoires de mettre une pause. Alors, voilà. Je me suis posé ces questions-là, donc on va voir effectivement. Donc là, on voit donc les choses se sont passées vers à 11h19. J'ai l'impression qu'on est enquêteur. Et de Selon toute les façon, faits. c'est une enquête, débugger, Ah, mais complètement, complètement. et de tirer les fils. Donc, l'idée, c'était ça. Donc, 11h19, très bien. Donc là, ça, c'est mon scénario qui crée ma commande et qui va la mettre dans Trackpod à cette étape-là. Alors, donc, dans mon historique, je vais le 19. Donc, en fait, je ne vais pas le 18 à 11h, mais je vais le 19 à 1h19. Alors, il faut que je vous raconte quelque chose, parce que je l'ai raconté aux deux autres. C'est qu'il y a 1 heure, quand j'ai commencé à préparer, ici, il y avait des lignes à 11h19. Et ces lignes ont disparu depuis. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais vous Attends, prouver qu'elles existent parce que je vais prendre l'ID ici. Alors là, je vais vous. Et on va regarder. Il y a un moteur de recherche puissant dans l'historique. Et là, si je mets l'ID de la commande, en fait, on retrouve effectivement bien qu'il y a un truc à tourner à 1h19. c'est pas une histoire de fuseau horaire éventuellement que c'est pas affiché avec les mêmes fuseaux horaires dans les deux? Mais, tout à fait. Alors, c'est pas affiché, mais en l'occurrence, le 11h19, c'est 1h19 ici. Non, parce que Je peux te montrer un autre si tu veux. Regarde. non, mais remonte un peu dans ton historique. Celui-là qui date qui était à 11h49. Même celui-là, il a disparu. Mais Non, Remonte. remonte je remonte tout. dans l'historique. Parce que à Non. 11h, j'en ai vu un. Non, c'était Ah oui, 11h19, 42, donc c'est pas le même. Ok. D'accord. Non, Le 18 juin, peut-être. Non, même pas. non, c'est 19. Ouais. C'est 18 ici, mais c'est 19 ici. Enfin, c'est très très particulier. Et d'ailleurs, si on cherche celui-là, non, l'ID, pareil, je crois que lui aussi a disparu. 1h49, il a disparu aussi. Mais Ils ont disparu. attends, redescends un peu, voir. Si tu descends. Et là, ouais, non, il n'y a pas. Non, c'est pas. Il l'a pas mis dans le 18 juin. Par hasard. Non. Ok. C'est très bizarre. Bon, dans tous les cas, donc là, on a À notre. relancer, non? Si tu le relances, est-ce qu'il va pas changer la date?
Si je relance quoi? Sur Make, non? Mais à jour, je rafraîchis. Non, en fait, finalement, non, tu les as pas relancés. En fait, c'était des succès. Ah non, c'était des succès, ils ont fonctionné. Dans les Donc, zones complètes, qu'est-ce qui se passe dans non, Make? non, ils ont fonctionné. Hein. On va voir s'ils sont réapparus là, peut-être. Hein. Bon, tu nous tiens en haleine là. Ah, Qu'est-ce ils qui se sont passe? réapparus! Ah, ils sont réapparus! Voilà, il suffisait de rafraîchir, tu vois. Tu nous embêtes Non, avec mais des, c'est ça. tu nous embêtes avec des problèmes de cache. Franchement, on a mieux à faire. Bon, bref, donc ils sont réapparus, c'est cool. Donc Donc le c'est super. 19-35, c'était. Donc il y a un truc. Le seul truc que je peux. Voilà, on va voir que j'ai pas trouvé de solution. Il y a cet aspect de 5 secondes entre les deux webbooks. Je me dis peut-être que ça vient de là. Mais en tout cas, là, Bon, on non, regarde les puisqu'il a mis détails. une seconde à tourner. Donc quand l'autre s'est lancé, il avait déjà fini. Ouais. Donc Et là, tu donc, dis qu'il n'y a pas le. Il fait quoi là, hein? Il inscrit alors, le numéro, alors, c'est ça? ce qui se passe, c'est que il y a une automation sur Airtable, c'est celle-ci, qui regarde si le record est dans une vue. Dans cette vue, je vous la montre, et elle est là depuis le début. Cette vue, elle impose un nombre QuickBooks. La Ouais. vue, Elle impose. Hein. alors, c'est celle-ci. Dans le filtre, ça dit QuickBooks ID not empty. Donc, ça veut dire qu'il existe. En- OK? Juste, en général, je lock les vues qui déclenchent les scénarios. Ça évite que quelqu'un les supprime, On les est modifie d'accord. par On est inadvertance. d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et donc, ça, on est d'accord que c'est la même, hein, Zap, D2B, Trackbot, machin truc, ok. Et ça trigger ce webhook-là qui se finit en VDJK. Si je regarde ça, je suis bien en. Excusez-moi. Échec. Non, non, pas échec, mais. VDJK. Donc, on voit bien que c'est le bon. Donc, c'est celui-là qui est bien lancé. Et donc, sur le principe, si je. A priori, si à la suite du webhook, je lui demande va me chercher le record avec cette Ouais. copie, a priori, je devrais avoir les informations. Or, et c'est ici que normalement il y a l'information, vous voyez, là il n'y a pas de QuickBooks ID. Et donc, J'ai vu un QuickBooks au-dessus. oui, c'était QuickBooks Client. Et donc ici, D'accord. quand je lui demande de mettre ici le QuickBooks ID, mais il ne m'a rien mis. Et en fait, le 00 sur 36, c'est en fait un numéro automatique qui se met si tu ne mets pas de numéro par défaut. Et je ne comprends pas, parce que si on regarde la commande juste après, juste avant, il n'y a aucun souci. En fait, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient lire un numéro et l'inscrire dans une autre. Oui, regarde, si par exemple on prend celle d'avant, elles ont encore disparu. Sinon, Alors, ouvrir Ah, plusieurs si, c'est onglets. bon là. 1h18, 34. non, non, elle a disparu. C'est 1h18, 45 ou attends. Je suis sûr que. Mais sinon, Julien, tu sais que tu as plusieurs onglets sur ton navigateur. Ouais, Parce que là, tu fais tout dans le même onglet, tu ouvres le scénario pour modifier, puis tu regardes un historique, puis un autre. oui, Je je pense vais que faire ça. tu gagnerais du temps à. En tout cas, regardez, là, c'est un cas où, si je vais en bas, vous allez bien voir. Ici, voilà. Il y a un QuickBooks Invoice ID. Et ici, Ouais. il est bien mis là, donc ça fonctionne bien. Ouais. Et voilà, je suis là, au milieu de cet univers. Je ne sais pas où est passé mon QuickBooks ID pour ce. Et dans l'historique Airtable, est-ce qu'un jour il a été écrit dedans? Est-ce qu'un jour il était présent? Le QuickBooks est dans l'historique, il est écrit à un moment, on est d'accord. Mais de toute façon, pour que l'automatisation se lance, il faudrait qu'en fait le QuickBooks ID ait été mis, puis disparu un petit peu, puis remis. Dans les guettes, de toute façon, tu filtres pas les champs que tu récupères, tu obtiens forcément tous les champs, donc ça peut pas venir de là. Non, non, le get, il a rien de. Il n'y a pas lié à une vue, c'est juste un get. Hein,
Et je te dis, le trigger d'avant, ça a fonctionné, le trigger d'après, ça a fonctionné. Et... Alors au début, j'ai cru que la donnée qui était mise dans le number, c'était une fonction du QuickBooks. Donc là, j'aurais pu dire qu'il y avait un espèce de délai, une problématique de délai. Mais en fait, c'est pas le cas parce que ça va, dans ce scénario-là, je viens directement récupérer le QuickBooks en dur. Et bah oui, là, il va falloir que là, pour le coup, il va falloir un error handler pour le coup. Est-ce que tu peux remontrer ce que ça donnait sur la commande d'avant sur le problème? Attends, je vais faire le copier-coller comme tu m'as appris. Sinon, clic droit, dupliquer l'onglet. Il y a peut-être même un raccourci. Oh, mais ça c'est pour les gens. Qui ne veut pas perdre de temps? Exactement. Ouais, t'as raison, faut prendre le temps de vivre. Tu as bien raison. Vivre le moment présent avec Make. Bon, on prend n'importe lequel. Donc celui-là, je vais vous, si vous voulez, on peut même peut-être couper en deux. Pitié, quand tu cliques, ouvre-les dans un nouvel onglet. Pitié! Ça évitera à chaque fois de rescroller partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand tu es sur ton historique, que tu veux ouvrir le détail, tu fais clic central pour ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, tu n'as pas besoin à chaque fois de revenir dans l'historique, de rescroller dans l'historique, etc. C'est ça que je disais. Quand je Bah veux voir si, plus. je vais en comparer deux, un avec le QuickBooks Invoice. Bah justement, tu ouvres les deux dans des onglets, comme ça, pour les comparer, C'est ça? Oui, d'accord. Oui, oui. Donc je retrouve celui qui. Attends, celui qui merdait. Je peux le retrouver là comme ça. Ah, zut. Ah! Mais c'était le 35 secondes, celui qui merdait. 1h19, 35 secondes. Merde, j'ai 3 onglets en fait. Ah oui, non, ça c'est autre chose, excusez-moi. Voilà. Donc celui-là, je vais en bas, vous allez voir. Donc, je cherche QB déjà, juste à s'assurer qu'il n'y a vraiment rien. C'est bête, mais... Il y a du QB là. Ok. Mais il n'est pas en bas en fait. Il est là, il n'est pas tout en bas. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus que. Ici. Il y a le QB info aussi, il a l'air d'avoir sauté. Vous avez vu? Genre, quand j'avais les. Pour moi, le problème n'est pas à chercher du côté du trigger, il est à chercher du côté Enfin, il n'est pas à chercher du côté du make, il est à chercher du côté d'Airtable, du trigger. On dit, en plus, l'ordre des champs n'est pas le même. Attends, si. Ça, je sais pas comment il détermine l'ordre des champs. Mais là, je vois pas en quoi ce serait un problème de make. Pour moi, c'est un problème d'Airtable. Tu penses pas que c'est le module J'ai jamais vu. J'utilise peu des get record, mais ça me paraît assez improbable qu'en faisant un get record, il oublie un champ là, comme ça. Ah non, c'est qu'il a l'impression que le champ est vide en fait. Parce que des champs vides, parfois, les champs vides, il les affiche pas, mec. Ce qui peut être un problème d'ailleurs parfois, parce que genre, tu sais, tu fais un test, donc tu run once la route pour récupérer toutes les variables que tu veux mettre dans ton module, et en fait, tu n'as pas tous les modules parce que tu as tous les trucs qui sont vides, ils ne sont pas là. Ouais. Ça, c'est classique. Je maintiens que pour moi, c'est un... Est-ce que tu peux retourner sur le record d'Airtable? Sur Airtable, tu peux avoir l'historique de ton run et regarder au moment du déclenchement. Oui, alors c'est effectivement ça que je voulais regarder et qui est effectivement une bonne idée. Et je l'ai pas, j'ai du mal à le retrouver, mais c'est effectivement ce que j'ai fait ensuite et c'est effectivement ce que je pense qu'il faut faire. Et donc, on va aller vers le 19. C'est 11h19 ce coup-là, c'est ça? C'est le 18 à 11h19. Ah oui, 23h19. Vas-y, stop. Alors, le problème, c'est que là, je les vois. Non, là, je n'ai pas trouvé le truc. Sur Airtable, tu as dit que c'était 11h19, non? Pas 1h19. Oui. Ah oui. Stop, attends. Là, t'es le 18. Là, c'était le 19, non? 19 non, 11h19. C'était le 18 sur Airtable, regarde. C'était le 18? Sur Airtable, c'est le 18. Ouais. D'accord.
C'est le 18 à 11h19. Ok. Et donc, Mais là, comme on en c'est- a vu un, là, 11h18, c'est peut-être celui-là. Bah Oui, bah oui. Ouais, mais c'est bizarre 11h18, par exemple, tu vois. Au niveau Pas des horaires, c'est forcément. bizarre aussi. Alors. Ah, mais est-ce que là, c'est pas ton horaire à toi que tu vois? Parce que quand on regarde dans l'activity, c'est mis 11h PM, 11h19 Oui, GMT. regarde que pas là- la valeur du champ, regarde la valeur, sur le record, passe ta souris au-dessus du 2 jours pour voir l'heure qui t'affiche. Là? Non, dans le record. Regarde le moins 2 jours, là, passe ta souris au-dessus. Bah, je suis là-dessus. Hein. Non, Là. Ah non, le moins 2 jours. au-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Normalement, il te met l'heure précise. Ah ouais? Ah, je savais pas ça, d'ailleurs. Laisse ta souris au-dessus, il bouge. Il te l'affiche, toi? Ah, ouais. Ah Ah oui. oui. 1h19 AM. GMT, AM. 1h19 AM. Donc, ça veut dire que il va t'afficher ça dans Airtable à 1h19. Ah, bah, c'est bien, ça, je ne connaissais pas. Merci de m'avoir appris ça aujourd'hui. Ah bah, s'il fallait, si la seule info que tu avais, c'était il y a 2 jours, débrouille-toi avec ça, ce serait compliqué de débloquer. Mais tu as raison. Mais tu as raison, je me suis jamais posé la question. Donc tu penses qu'il est à 19. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y Ouais. a rien à 19. Ouais, bah, 1h18 alors. C'est bizarre parce qu'il y en avait 2 à 1h19. Bon, écoute. Bon, bah, Voyons, déplie, on verra bien. voyons déjà celui-là. 65. que c'est le bon? Non, Non. 67. Et en plus, le truc, c'est que ça ne veut pas dire que celui d'après, c'est le bon. Parce que 68. Eh C'était ben, 67, vous voulez? mais c'est ça en fait, c'est que tu as un autre trigger qui tourne quelque part qui a déclenché ce truc-là. C'est pas cette automation-là qui l'a déclenché apparemment. Vous pensez que c'est un autre qui aurait Bah trigger là, on la passe même. de 65 à 68. Donc peut-être qu'il y a un autre scénario qui Non, non, déclenche. non, ça c'est. Est-ce que c'est Moi, ce que je normal? fais quand je déclenche des webhooks, c'est que je mets toujours un champ source égal et je mets d'où ça vient. Quand c'est un scénario make qui déclenche un autre scénario make, je mets l'URL du scénario make. Quand c'est une automation, je mets l'URL de l'automation. Comme ça, Ça, c'est une bonne idée. Je je vois ne le faisais pas, mais ça, je vais le faire maintenant. C'est une très bonne mon idée. bundle, je vois d'où il vient et du coup, je peux retracer. Parce que c'est vrai que quand tu as des scénarios très modulaires avec des trucs dans tous les sens, un même webhook qui peut être appelé par une automation et 3 scénarios, tu peux vite t'y perdre. Ouais, c'est vrai. Et du coup, C'est ça vrai te que- permettrait de vérifier est-ce que tout vient de la même Je le fais- automation ou d'ailleurs. Je Et le fais pour pas moi, mal quand c'est des formulaires. Quand il y a plusieurs formulaires qui alimentent la même table, pour savoir le record, il vient de quel formulaire, je mets un hidden feed. Ou sinon, je map. Ce qui est bien, c'est de mapper. Si tu mappes tes scénarios, enfin, au moins les implications d'un scénario à l'autre, oui. Tu te rends compte aussi s'il y a des trucs un peu. Mais clairement, mapper, c'est une bonne chose, mais j'ai envie de dire, les deux se complètent bien aussi. Ça permet de vérifier, ça permet d'aller plus vite. Et quand en plus tu arrives sur un truc que tu n'as pas fait toi-même, c'est pas toujours évident à mapper. Il y a des systèmes que j'ai pas fait moi-même, des années après, j'ai toujours pas tout mappé tellement c'est le bazar. Quoi. Ouais, mais du coup, moi, parfois, je me force quand même à le faire en arrivant parce que je me dis, si déjà j'ai du mal à mapper, ça Mais pue. je le fais de plus en plus aussi. Ouais. J'ai pas compris l'histoire du mapping. En gros, tu te fais un whimsical. Déjà, t'arrives chez un. Tu te fais oui, une oui. whimsical où tu fais un bloc par scénario et tu dis tel scénario déclenche tel autre, etc. Avec des flèches pour visualiser vraiment ce que ça donne. Tu peux te faire des sections aussi. Là, je gère mes produits, là, je gère mes commandes, là, je gère mes livreurs, etc. Ça permet d'avoir une. En gros, quand tu dis il y a un problème dans ce domaine, tu sais où aller voir, tu sais quel scénario ouvrir, etc. Et même quand Vous avez raison, les amis. les clients te rappellent 6 mois après pour améliorer certains bouts du process, tu peux voir déjà ce qui existe pour éviter de réinventer la roue. Si tu vois, tu te dis, tiens, je peux le rajouter dans tel scénario au lieu d'en recréer un autre. Ou... Bref. Ouais. D7-6, c'était ça, D7-6 Et disons que ça va avec une autre bonne pratique qui est la modularisation. C'est-à-dire ne pas faire des gros scénarios qui font tout, ne pas faire plein de scénarios qui se chevauchent et qui font un peu la même chose, et avoir des plus petits scénarios, un peu plus unitaires, qui font des choses importantes. En parlant de ça, en parlant de ça, tu sais, moi j'ai fait ça de manière modulaire avec là du coup Salesforce où finalement, en fait, les contacts peuvent arriver de plusieurs endroits et en fait, il y a un seul et unique scénario qui vient regarder, en fait, qui fait tout le nettoyage de
je regarde s'il y a un doublon ou pas. Ouais. En fonction de si le contact existe déjà, je l'associe à un contact existant, sinon j'en crée un nouveau, etc. Enfin, il y a ce scénario un peu central de je traite les infos qui rentrent, je regarde s'il y a des doublons et j'associe au bon contact compte ou j'en crée si besoin. Et du coup, parfois, tu as des erreurs parce que Salesforce, il te retourne des erreurs en mode vous créez quelque chose de similaire ou attention, il existe déjà en piste, il ne faut pas créer un contact. Bon, bref, il y a des trucs un peu qui nous retournent. Et du coup, dans ce cadre-là, comment tu fais? Tu fais des webhooks spéciaux de réponses pour retourner une erreur au scénario initial? Parce que moi, en fait, le scénario initial, après, doit se poursuivre en fonction Ouais, du retour de un peu ce microservice, quoi. ça dépend. Si le but est d'obtenir une réponse, imbriquer les scénarios encore et encore, ça a une limite. J'ai envie de dire que, idéalement, en gros, la réponse doit être vraiment, après quelque chose de très, très unitaire. C'est juste la réponse de « Ok, c'est bon, j'ai pris en compte l'info, je la traiterai plus tard en asynchrone, mais j'ai pas besoin que ça termine. » La webhook response, elle est pas obligée d'être tout à la fin, elle peut être aussi un peu plus avant, Oui. etc. Enfin, ça dépend ce que tu cherches à faire. Mais c'est vrai que d'avoir des très longs scénarios et beaucoup de modularité en enchaînant les webhook response, ça peut effectivement créer un peu de Parce que problème. parfois, voilà, là, tu vois, j'ai censé retourner l'ID du compte et du contact, mais parfois ça bug et du coup, il n'y a pas tout, enfin, il y a pas tous les ID. Et du coup, tout l'enjeu, c'est comment faire pour dire à l'autre qu'il y a eu un problème, l'autre scénario qu'il y a eu un problème, tu vois, et parce que parfois, ça retourne pas forcément, comment dire, ça retourne OK ou bien alors que ça ne devrait pas, tu vois, ou ça prévient pas forcément qu'il y a une erreur. Enfin, ça aussi, cette gestion, elle est pas évidente. Bon, c'est pas évident. Mais du coup, Julien, t'as trouvé Oui, j'ai trouvé entre-temps. En fait, Alors effectivement, il a tourné. Alors, il a tourné avec un autre scénario, qui est celui-là, le 24 super du adversaire. 25. Mais ce qui est très bizarre, c'est que quand je regarde le webbook, là, J1F0, donc je vais vous montrer qu'il a tourné. Je pense que oui, mais là, il doit faire autre chose. Là, je pense que ça crée la commande. Là, mais ça met. Si je regarde ce scénario-là, J1F0, c'est le scénario qui, je pense, juste crée la commande. Ça te donne les QuickBooks pour le coup. Je vais regarder J1F0. Voilà, J1F0, c'est juste, ça génère QuickBooks. Donc, c'est normal que je le vois là-dedans à la bonne heure, c'est-à-dire à 1h19. En fait, je croyais avoir résolu, mais je n'ai pas résolu. Là, si on regarde, on va regarder, voilà, 1h19, 1h19. Donc, Voilà, ils sont là, donc. eux, là, ils y sont et on a le bon. Et là, il est bon, il est là, là, voilà. Celui-là, ça, c'est notre numéro. Par contre, Ouais. mais ça, c'est la classe, c'est QuickBooks, ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'étape d'après, qui lance un autre, qui lance l'autre, qui est celui-là, et qui, là, pour le coup, nous, on n'a rien, quoi. À 1h19. Bref, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de trouver qui a bien pu déclencher ce scénario. Mais effectivement, ça peut être. C'est une bonne. Je pense que c'est là où il faut que je regarde. C'est effectivement. Mais d'un autre côté, moi, ce qui est aussi bizarre, c'est que c'est vraiment la première fois que ça nous arrive, mais de loin, quoi. Alors, soit il y a des questions de synchronisation où il y en a un qui est passé au-dessus de l'autre, juste quelques fois parce qu'il y a une latence. Et c'est vrai que ça c'est un point. Non, j'y crois pas à la latence, parce que le trigger dépend du fait que le champ est rempli. Donc, à partir du moment où Bien sûr, l'automation se on est déclenche, d'accord. à partir du moment où le webhook se déclenche, le champ est rempli. Je parlais de latence entre, par exemple, deux scripts, tu vois. Parce que, en l'occurrence, si tu veux, ça marche tout le temps. C'est une erreur très ponctuelle, si tu veux. Oui, mais Au trigger d'avant, ça allait. Au trigger d'après, ça allait. Et en plus, j'allais dire, s'il y avait d'autres erreurs, systématiquement, ça poserait souci le bug que j'ai remonté. c'est le problème avec les systèmes que tu n'as pas conçus, c'est que tu sais pas la logique qu'il y avait derrière. Et peut-être que dans certains cas, il y a un autre truc qui va déclencher ce scénario. Et
faut chercher d'où ça vient. De toute évidence, c'est pas le scénario que tu anticipais qui le déclenche. Donc, faut trouver d'où ça vient. Voilà. Mais ouais, c'est s'approprier la logique d'un système qu'on n'a pas construit, et parfois construit en dépit de toute logique, n'est pas forcément évident. Je propose parce qu'on arrive à la fin, de passer à mon cas. Vas-y. Je suis désolé, Pierre, de t'avoir frustré, mais je trouve que on s'est bien amusé sur mon cas quand même. Oui, c'était marrant. Mais après, disons que faut aussi identifier ce qui est possible ou pas possible. Quand tu me dis mon get, il a oublié de retourner la valeur du champ, bah, je te dis non, en fait. C'est pas ça. Si la seule explication pour que ça ait loupé dans Make, c'est ça, ça veut dire que l'explication est ailleurs, c'est que oui, probablement. Le champ était pas rempli. Ça me paraît bizarre que le get ne récupère pas toute l'info. Je suis d'accord. Moi, le cas que j'avais, donc c'est un client qui a une très très grosse base Airtable, donc des dizaines de Il va se fâcher tout rouge, Pierre. Quoi? Xavier dit il va se fâcher tout rouge, Pierre. Non, jamais. Ne jamais dire que Make bug. Bah si, Make bug de beaucoup de manières, mais il bug. Enfin, Make ne bug pas la plupart du temps. Un call API qui te renvoie pas la même. Il fait remonter. À 2 secondes d'intervalle, je pense que c'est pas normal. C'est normal. Effectivement, ça doit être un autre scénario qui lance. Et qui a lancé avant. Qui a dû lancer avant, oui. Possible. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc j'ai une très grosse base avec des dizaines de milliers de records et beaucoup de call API en permanence, ce qui fait qu'en fait, l'API est un peu saturée, on a en permanence des timeouts sur Airtable. Ça me posait un souci, notamment, par exemple, prenons un cas simple je cherche un certain nombre de records sur Airtable, et derrière, je les update selon une certaine logique. Donc, je récupère et je date un record, etc. en boucle. Et ça, forcément, ça fait beaucoup d'opérations Airtable. Et au bout d'un moment, ça déclenche des timeouts. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ajouter des sleeps. Donc, sleep, c'est mettre en pause pendant une certaine durée sur Make. Donc, si je fais update sur Airtable, puis une pause d'une seconde, tout de suite, ça aère beaucoup les calls, mais finalement, c'est pas hyper satisfaisant parce que ça double le nombre d'opérations et ça fait un scénario qui dure très longtemps. Donc, ce que j'ai fait assez récemment, c'est que je suis passé aux opérations en bulk. Donc, Airtable permet de faire des opérations en masse sur des records. On peut créer plusieurs records d'un coup, on peut updater plusieurs records d'un coup. Le souci, c'est que Make ne le supporte pas, il n'y a pas de module dédié pour ça. Donc, il faut en fait coder le comportement de ce call API, ce qui n'est pas si difficile que ça et qui a en fait pas mal d'avantages, donc c'est ça que je vais développer un peu. Juste un cas, ce que tu nous présentes à l'écran là, avec des slips qui s'enchaînent, tu l'as fait ça en 3 minutes juste avant ou... Non, je vais expliquer après pourquoi. Mais oui, je sais pas pourquoi je montre ça tout de suite, ça c'est la version finale. Okay. En fait, là pour l'instant, j'en suis plusieurs slips. Mon update, au lieu d'avoir update, sleep, je vais avoir un text aggregator qui ressemble à ça. Donc en fait, mon text aggregator se base sur mon module search records. Ouais. Comme séparateur, je mets une virgule parce qu'on va faire du JSON. Ouais. Et dans le détail, en fait, la syntaxe est assez simple. C'est entre... comment on appelle ça? Je ne me souviens plus comment ça s'appelle ce signe. C'est pas des parenthèses, c'est pas des crochets, c'est des accolades. Entre accolades, on a un objet fields qui va contenir tous les champs qu'on veut mettre à jour et un champ ID qui contient l'ID du record qu'on veut mettre à jour. Donc là, j'ai juste à dire, je veux mettre à jour mon champ mise à jour prix marché. Voilà la valeur que je veux donner. Donc je mets un format date pour que ce soit au bon format. Et là, ça va updater tous mes records avec ces ID-là, avec cette valeur-là. Donc ça permet d'updater en masse plusieurs objets. C'est très pratique parce que ça fait économiser des opérations make.
Ça fait économiser les call API. Si vous avez une API Airtable qui est un peu surchargée, ça va largement l'alléger. Et en plus de ça, ça donne plus de flexibilité sur les champs qu'on update. C'est vrai que les modules update record dans Airtable, ils sont un peu... c'est un peu figé, quoi. Si tu as 3 champs avec des noms presque identiques et tu veux, selon les cas de figure, updater l'un ou l'autre, il va falloir mettre des conditions dans chacun de ces champs. Ici, tu peux mettre des conditions. En fait, selon telle condition, je vais ajouter tel champ dans mon JSON, ou alors je vais changer le nom du champ dans mon JSON, ou alors c'est les mêmes champs, mais un suffixe qui va changer, et du coup, je vais mettre une condition pour changer ce suffixe. Donc, ça donne beaucoup plus de flexibilité, déjà, pour gérer l'update. La principale... Vive le code. Vas-y, dis-le. Vive le code. C'est pas du code, c'est du JSON. Vous servirait de ce podcast, c'est pas possible, là. Il est proche de se marier avec l'ennemi, là. Et pourquoi tu fais un group by? Donc, la principale limitation des bulk operations sur Airtable, c'est qu'on est limité à 10 records. On ne peut pas créer plus de 10 records, on ne peut pas updater plus de 10 records. Donc, il faut les traiter 10 par 10. Alors, on pourrait se dire, je vais chercher uniquement 10 records, comme ça, je ne dépasse pas la limite. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'en traiter plus que ça. Et du coup, je vais grouper mes records par groupe de 10. Et pour ça, en fait, je crée un group by où je mets, en fait, bundle order position, donc l'index auquel on se situe, -1, divisé par 10, et je prends l'entier le plus bas, ce qui fait qu'en gros, ça va augmenter de 1 tous les 10. De 1 à 10, ça va valoir 0. Puis la dizaine supérieure, ça vaudra 1, etc. Et comme ça, même si je fais une search sur 100 records, il va me sortir 10 groupes de 10 que je vais pouvoir traiter derrière. Donc là, en fait, si j'ai 50 records, ce module make an API call, il va tourner 5 fois grâce justement à ce group by. Donc ça, c'est assez pratique pour économiser des opérations et des calls API. Et derrière, la configuration du make an API call, elle est très simple. Il faut juste mettre ici donc, l'identifiant de la base et de la table. Il faut bien utiliser un patch pour l'update, surtout pas un put parce que ça va supprimer tous les champs, enfin vider tous les champs qui ne sont pas contenus dans le call. Donc c'est vraiment un patch que vous voulez utiliser. Et là, c'est juste un objet records qui contient une liste qui contient le JSON qu'on a fait précédemment. Donc là, il n'y a vraiment rien qui change. En fait, c'est juste on reprend le contenu de notre text aggregator et c'est tout. Donc c'est assez simple. Et si on voulait créer des records au lieu de les updater, ce serait pareil, sauf qu'on ne mettrait pas l'ID ici, évidemment. Et au lieu d'un patch, ce serait un post. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre qui change. Et en fait, en faisant ça, ça nous donne un autre avantage, c'est qu'en maintenance, il n'y a vraiment que ce text aggregator à changer. Le contenu du API call, il ne va jamais changer. Du coup, ça me permet de gérer aussi les timeouts là-dessus. Parce que malgré ça, je peux avoir des timeouts. Alors, je peux me dire, bon, tant pis, je recommencerai plus tard, il va refaire la recherche, refaire as update. Mais en fait, je peux me dire, la valeur que je veux updater, elle est déjà en mémoire. Elle est déjà là, à l'issue de mon text aggregator. Ce que je peux faire, c'est mettre un error handler après mon module Airtable. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais après un error handler, il n'y a pas forcément que des break, ignore, etc. On peut aussi mettre des vrais modules Airtable. On peut etc. scénario en disant, s'il y a une erreur, voilà ce que je veux faire. Ouais. Ça peut être utile pour s'envoyer des notifications, etc. On peut dire, je vais m'envoyer une notification sur Slack, puis je fais un ignore, par exemple. Donc, je filtre bien cette erreur uniquement en cas d'erreur 500 ou de timeout. Évidemment, je n'ai pas envie de réessayer si le problème c'est que mon JSON est mal formaté. Ça n'aurait aucun sens. Et de manière générale, c'est plutôt une bonne pratique, c'est que quand vous mettez des error handlers dans Make, mettez toujours un filtre, mettez toujours ça, c'est pour gérer tel type d'erreur. Parce que le problème, c'est que si vous voyez une erreur un jour, que vous mettez un error handler pour la gérer, en fait, ce error handler, s'il n'est pas filtré, il va gérer toutes les erreurs à partir de là. Ouais, sauf si c'est par exemple envoyer un mail à telle personne, il y a une erreur, tu vois. Mais après, il y a des... Au début ça dépend des cas de figure, ça dépend des erreurs, mais de manière générale, se dire, s'il y a une erreur, quelle qu'elle soit, je veux faire ça, c'est probablement pas ce qu'on veut faire. Parce que si on veut envoyer un mail, c'est quoi le souci? C'est que juste c'est une erreur temporaire,
ou c'est que l'adresse mail n'est pas renseignée, ou c'est que... Enfin, il y a plein de... Il y a Pour plein de le choses. début, ça peut être intéressant, et après, au fur et à mesure, d'affiner quoi, les types d'erreurs. Bah, le souci, en fait, c'est que justement... Moi, je dirais le contraire. Si tu mets un filtre, tu peux affiner au fur et à mesure. Si tu mets pas de filtre, toutes les erreurs, elles vont être attrapées par ton error handler, et tu n'auras pas du tout conscience, justement, Ah, de la manière dont sont gérées tes erreurs. Donc j'ai envie de dire, justement, si tu veux affiner, mets un filtre. Parce que comme ça, tu maîtrises précisément, et à chaque nouvelle erreur, tu dis, OK, est-ce que j'étends mon filtre? Est-ce que je mets un routeur pour traiter différents cas de figure, différents cas d'erreur? Est-ce que je m'en fiche? Est-ce que je me dis, c'est pas grave, j'accepte qu'il y ait une erreur dans ce cas de figure? Et je le faisais pas au début. Et en fait, j'ai justement eu des problèmes avec ça, où je mettais, oh là, oui, non, mais c'est pas grave, cette erreur-là, je vais mettre un ignore. Et en fait, ça améliorait toutes mes erreurs. oui, là, c'est sûr. Si vous avez un module, imaginons ChatGPT, qui vous fait beaucoup de timeout parce que API très demandé, etc. Vous vous dites, bon, bah tant pis, je vais mettre un ignore dessus, quand il y a un timeout, c'est pas très grave. Demain, votre token expire, vous n'avez plus de crédit, etc. Bah, vous ne serez pas au courant parce que ChatGPT renverra des erreurs en disant « Hey, t'as plus de crédit !» mais tu auras ton ignore qui tourne dessus, que tu as mis pour une raison totalement différente, mais qui va te traiter tes erreurs indépendamment de ce qui s'est vraiment passé. Donc, Error Handler, systématiquement un filtre, je pense que c'est plutôt une bonne pratique. Et du coup, ici, pourquoi j'ai mis tous ces slips parce que, en gros, il y a deux types d'erreurs dans Airtable qui me concernent là. C'est soit des timeouts, soit des erreurs 500. Les erreurs 500, elles peuvent durer un peu plus longtemps. Les timeouts, en général, ça se résout rapidement. Mais les erreurs 500, ça peut être un peu plus long. Et le slip maximum dans Make, c'est 300 secondes. Je trouve que c'est pas assez long, donc du coup, j'enchaîne 2 slips de 300 secondes. Et là, je recommence mon API call. Et en fait, je suis vraiment de la team ne jamais, jamais, jamais faire 2 fois la même chose. Ne jamais configurer 2 fois la même chose. Mais là, en fait, c'est pas le cas, parce que si je veux changer quoi que ce soit dans mon call API, c'est pas ici que j'irai changer. C'est dans mon text aggregator. Mon API call là, il ne changera jamais. Donc si j'avais un update record et que derrière je voulais changer, là ça poserait un problème, parce qu'il faudrait que je reconfigure un autre update record. Donc à chaque modification du scénario, il faut que je modifie 2 modules. Là, j'ai pas besoin, puisque c'est mon text aggregator qui porte vraiment la logique que je veux porter dans mon scénario. Et du coup, je peux sans souci refaire un API call, parce que c'est une coquille vide, quoi. Il contient juste le... Ça, c'est intéressant sur le fait que t'as pas besoin de... Tu peux changer qu'à un seul endroit et tous tes modules fonctionnent. Voilà. Et ça aussi, c'est un point vraiment important. Ne jamais mettre 2 fois une formule, par exemple. Si on a besoin de mettre 2 fois une formule dans un filtre d'abord, puis après dans un update record, il faut en faire une variable, même si ça coûte des opérations. Je trouve ça débile que Make facture des opérations pour définir, et encore plus débile pour lire des variables. Mais en attendant, c'est comme ça. Mais voilà, il y a des cas où c'est des scénarios qui consomment énormément, et mettre une variable, vraiment, ça coûte beaucoup trop cher. On va se dire, bon, bah tant pis. Mais dans la plupart des cas, ça ne posera pas vraiment de soucis. Donc, il ne faut pas faire cette économie d'une variable. Pour vraiment, justement, ne pas avoir à faire 2 fois la même chose, parce que sinon, toute modification doit être faite en double. Et forcément, il y a un moment où on oubliera de la faire en double, et ça va encore créer d'autres soucis, etc. Donc, faut faire attention là-dessus. Et bon, pour montrer un peu comment mon filtre fonctionne. Donc là, je veux filtrer les erreurs. Enfin, je veux que ça fonctionne uniquement sur les timeouts et les erreurs 500. Donc je mets... pourquoi equal to? C'est pas equal to que je veux, c'est contains. Je débug mes propres scénarios en live. Donc si mon message contient ça, alors à ce moment-là, je veux que ça fonctionne. Si ça contient operation timelapse aussi. Mais voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est en gros, ça peut paraître lourd. On se dit, il y a beaucoup de modules, etc. Mais en fait, pas tant que ça, parce que à maintenir, en vrai, il n'y a que ce module-là. Il n'y a que celui-là qui compte. Le reste, ça compte pas. C'est vrai que ça prend de la place, mais c'est pas très, très grave. Et le dernier slip, là-haut, c'est pourquoi? Il y a d'autres modules après? Le dernier... Non, c'est juste... puisque mon make, un API call, tourne plusieurs fois, je mets un petit slip de... Ah ouais, c'est pour l'après. Justement, parce que c'est sûr que... Enfin, j'ai vraiment littéralement divisé par 10 le nombre d'opérations
sur ce scénario-là. En faisant ça, et puis en faisant un autre truc que je vais pas forcément avoir le temps de traiter aujourd'hui. Mais en attendant, il tourne quand même plusieurs fois, l'API reste toujours chargée, donc je mets des slips entre les différents calls. Ça évite aussi les erreurs. En tout cas, hyper intéressant. Moi, j'avais jamais utilisé les batch updates. Ouais, j'ai jamais eu besoin aussi. Ouais, non plus. Et en fait, ça fait pas longtemps, moi, ça fait quelques mois que je les utilise. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Et en fait, en commençant à les utiliser, ça m'a ouvert des perspectives en disant, des fois, même s'il n'y a pas vraiment besoin de faire en masse des opérations, ça peut être utile. Même éventuellement pour updater un seul record, ça peut être intéressant pour justement avoir plus de flexibilité dans les champs. Bon, après, l'histoire de changer différents champs selon les situations, ça c'est sympa. Le fait de se dire que ton morceau de texte avec variable plus valeur, en fait, tu le mets dans des ifs et donc tu décides laquelle tu vas mettre à jour. Ça, effectivement, c'est. Après, tu peux aussi mettre, quand tu updates, tu peux aussi mettre des ifs à l'intérieur de. Oui, mais là c'est du if. Là, l'idée, c'est qu'il veut choisir le champ qu'il va mettre à jour selon certaines conditions. Alors là, si tu utilises le module classique, tes if, tu vas devoir mettre un if dans chacun de tes champs. Encore une fois, c'est de la maintenance. Et mine de rien, en fait, je m'y retrouve beaucoup mieux dans un truc comme ça que dans un module update quand c'est dans des très grosses tables. Des tables qui ont plus de 100 champs, c'est horrible. Des modules update record, create record, faut scroller. T'es jamais totalement sûr de ne pas avoir loupé les trucs parce que les checkbox, franchement, c'est assez difficile de voir est-ce qu'elles sont cochées ou pas cochées. Il faut regarder spécifiquement. Enfin, c'est assez compliqué. Au moins, avec ça, bon alors, c'est pas toujours ultra lisible. On va pas se mentir. Il y a des fois où ça fait un gros JSON. Mais c'est plus simple quand même, je trouve. Comment tu actives avec un call API la fonction comment ça s'appelle comment tu actives, attends, j'ai un trou là. Attends. Comment tu actives le Smart Link? Je sais pas, j'ai pas essayé. D'accord. Ok. Je sais pas est-ce que ça existe ou pas. Je ne saurais pas dire. Tu peux avoir envie de justement utiliser le Smart Link sur des liaisons ou sur un single select, tu vois. Est-ce qu'il y a un élément à mettre en plus? Il faut regarder dans la doc API, ça va être. Et après, moi, j'avais un dernier point, c'est sur la modularisation, donc le fait de découper des très gros scénarios en plusieurs parties. On voit régulièrement des gens qui, tout fiers, nous montrent leur scénario. Il y a 50 modules. Bon, il n'y a pas de raison d'en être fier. C'est bien d'avoir réussi à le faire, mais l'étape suivante, c'est de réussir à le découper. Et en fait, ça se fait pas. Il y a plein de couleurs. Et ça, tu l'oublies. De quoi? Les couleurs. Les couleurs. C'est vrai que c'est. Ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des sapins de Noël si on n'a pas 50 minutes, par exemple. Effectivement. Moi, j'ai pas cette fibre artistique sur Make, j'avoue. C'est ça. Je suis pas comme toi, j'ai pas ce. Mais disons que la manière de découper les scénarios aussi sera hyper importante. Si on prend par exemple un scénario qui récupère une commande depuis Shopify, qui va créer la commande dans Airtable, puis qui va rechercher le produit correspondant en stock et attacher ce produit à la commande. En soi, on peut se dire c'est un scénario qui est simple, il y a 4 étapes, il n'y a pas forcément besoin de le couper, mais en fait, on va avoir un souci, c'est s'il y a une erreur après la création. S'il y a une erreur après la création, potentiellement le scénario va retourner, va recréer la commande. Donc moi, ce que je fais en général dans ces cas-là, c'est que je mets une coupure justement après la création. Quand je crée un record, typiquement, je mets quasiment systématiquement une coupure juste après. Comme ça, je m'assure qu'on va jusqu'à la création et la suite se fait dans un autre scénario. Donc, s'il y a une erreur dans la suite, on repart de ce scénario qui a déjà été créé dans la première partie. Enfin, on repart du record qui a été créé dans la première partie et on le récupère dans la deuxième partie. Donc, ça évite de créer des doublons. Désolée, ça peut bugger, mais en cours de route, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que du coup, moi, c'est ce que j'ai fait notamment pour la création de devis, où je génère déjà le devis et après, je l'envoie pour signature, pour éviter que si ça se passe au niveau de l'envoi, le problème, je le régénère une deuxième fois. Ouais. Du coup, on est d'accord. Enfin, moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je redéclenche depuis Airtable en fonction de certaines conditions.
Ou est-ce que, enfin, du coup, toi, est-ce que tu redéclenches, tu vois, tu repasses par Airtable et tu refais un déclencheur depuis Airtable, ou est-ce que tu fais un déclencheur d'un scénario make à un scénario make? Dans le cas que j'ai... C'est une très bonne question. Effectivement, dans le cas que j'ai cité, la bonne pratique, tu as raison, ce serait de repasser par Airtable. C'est Airtable, une fois qu'une commande est créée, qui va déclencher le deuxième scénario, complètement. J'ai pris un cas fictif, et sans y penser, mais tu as raison, ce serait la bonne manière Souvent, c'est ce de que je faire. fais. Et du coup, on se retrouve avec, enfin, je trouve ça dommage dans Airtable que ce déclenchement Plein de scénarios instantané. avec des scripts. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, on se retrouve à plein de scénarios avec des scripts qui déclenchent des scénarios make. Et tu vois, je trouve ça dommage, d'autant plus, tu vois, là, en faisant une déformation, que je me dis, waouh, mais une feature si utilisée, finalement, on doit mettre un script, tu vois. Oui, ça, je comprends pas trop. Ouais, c'est un peu ouf. Mais Mais je crois que sur Zapier, ils ont un déclencheur automatique et pas sur Make. Et, il y a moyen que qu'ils aient disait dû. Noam, je crois. Mais je trouve ça un peu fou que Make, c'est pas plus bougé, quoi. Oui, Non, mais oui. ils ont pas de, c'est pas automatique, mais comme ils ont des calls toutes les minutes, bah, c'est comme si c'était automatique, quoi. Il me semblait qu'il y avait un instant, mais peut-être que c'est pas un vrai Il y a webhook. moyen qu'ils aient vraiment l'instantané avec un webhook qui est déclenché. Ok. Je sais plus exactement. Mais ouais, c'est effectivement. Enfin, si Airtable est la single source of truth, la source unique de vérité, à ce moment-là, effectivement, ça doit être déclenché au maximum depuis Airtable, tout ce qu'on peut. Donc, juste, on récupère on récupère la commande, et puis après, c'est Airtable qui a la manœuvre, effectivement, c'est une bonne chose. Mais si tout se passe en dehors, à ce moment-là, on peut enchaîner des scénarios make avec un HTTP, webhook, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir ça dans Airtable et de se dire que c'est facile, tu vois, de redéclencher depuis Airtable. Enfin, moi je préfère à chaque fois avoir ces étapes. Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu tour de contrôle, quoi. Et tu maîtrises ce que tu lances. Tu maîtrises, tu peux, tu effaces la date pour relancer si c'est sur la date, tu réeffaces pour redéclencher. Parfois, quand tu as des cas exceptionnels où finalement le devis, je sais pas, il faut pas qu'il soit envoyé parce que il a été communiqué par SMS. Bon, bref, parfois il y a des cas exceptionnels qui font que on ne doit pas déclencher comme d'habitude. J'en sais rien. Voilà, normalement, nous, typiquement, normalement, il est envoyé pour signature et après, il y a paiement. Et bien, parfois, il y a certains clients qui ne payent pas avant, mais qui veulent quand même que le transport soit fait. Et donc, pour des gros clients comme ça un peu particuliers, bon, c'est agréable de pouvoir un peu piloter depuis Airtable, un peu sauter des étapes quand on veut, quand il y a des clients qui ne font pas le process dans l'ordre, quoi. C'est le gros avantage de la modularité, c'est qu'effectivement, on peut redéclencher les briques unitaires comme ça un peu au moment où c'est le plus pertinent. Je parlais de l'exemple de recherche en stock, on peut déclencher la recherche en stock quand on a une nouvelle commande, mais aussi quand, pour une raison ou pour une autre, on veut redéclencher une recherche en stock sur une commande déjà existante, etc. On peut utiliser ces petits bouts de briques. Alors que si on a juste un gros scénario qui fait tout, on va être tenté de recréer des bouts. Alors ça, il y a mon scénario qui crée tout, puis qui recherche en stock. Puis là, il y a le scénario qui recherche en stock quand il y a ces conditions, etc. Sauf que, faire deux fois la même chose, typiquement, rechercher deux fois en stock, c'est plutôt une mauvaise chose. Donc, c'est un signe qu'il y a de la modularisation à faire, quoi. On est là pour optimiser les process, les gars. On n'est pas là pour... Donc, c'est un métier où, quand ça marche, c'est un point de départ. Ça veut pas dire que ça marche, j'ai fini mon métier, mon boulot, ça marche, donc maintenant, il faut gérer les erreurs, il faut gérer les évolutions, il faut optimiser, c'est marrant. Ok, bon. Bon, c'était cool. Ouais, super. Oui. Sur ce, on se dit au mois prochain. Et puis, Mois amusez-vous bien avec prochain, Mike. ce sera fin juillet. Ah oui, non, moi, fin juillet, je serai pas là. Non. Peut-être fin août ou sinon septembre. On va pas. Ou peut-être à jamais si on a la flemme. Peut-être à jamais, si jamais on fait autre chose. Ouais, moi, je Qu'est-ce qu'il y a, Lise? suis dispo, hein. Ouais, mais
Mais si tu Non, veux je le faire, serai, c'est je serai avec dispo en plaisir. juillet aussi, ouais. Si tu veux prendre le truc pour juillet, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Vraiment. Bah, pourquoi pas? On dira si on a. En plus, généralement, quand c'est préparé, quand c'est piloté par quelqu'un d'autre que moi, c'est bien mieux préparé. Et donc c'est parfait. Franchement, n'hésitez pas. Ne sois pas Je- aussi dur avec toi, Julien. non, Par mais, contre, ouais, je sais pas comment. Si je le fais, il faudrait que tu me montres. ah bah ça va, c'est pas compliqué. Oui, je serai là a priori, donc Puis il y a Pierre qui est là, hein, c'est je Pierre, t'aiderai si besoin. c'est le menhir, voilà, C'est ça. On ne le déloge plus. Ah, Je non. suis Pierre, et sur cette pierre, tu construiras ton émission. C'est ça. Alors, le dolmen, tu sais, le truc, c'est plat. Puis hop, Elise, tu Non, mais viendras je me avec dis, ta chaise, ta ma bascule, chaise, c'est ça la sur, chaise. le Ouais, dolmen et voilà. je suis Mais plutôt enfin- quand même un menhir très grand et très fin. C'est ça. Mais je me dis, ça pourrait être chouette d'inviter aussi les autres, enfin Céline, Lucas de la chaise à bascule et parler un peu de, je sais pas. Ah, mais d'accord, tu veux faire un putsch? D'accord. Un push. Donc, carrément. Bah, la chaise à bascule qui prend en otage l'émission. C'est ça. Bah, vous pouvez parler d'impact si vous voulez, hein. Vous pouvez venir parler d'impact le mois prochain, hein. Parler d'impact. Ah, ou sinon parler de Coda. Aussi, je peux faire ça. Remplacer l'émission Parler de RTL. Coda dans une émission RTL Arena, je sais pas si c'est. Si, tu as le droit. Tu as le droit, vraiment. Je viens de me souvenir, je suis pas dispo en fait le mois prochain. Il peut pas, il a piscine. Let's go. Ah, Xavier, il est chaud pour Coda. Ouais. Ah, bah, Xavier, t'es invité. Tu peux récupérer Xavier en revanche. On va faire une miniature sur LinkedIn. On va mettre RTL Arena. On va barrer RTL. On va mettre Coda. Ah non Coda Arena. Coda Arena. Coda Arena, c'est pas mal comme titre. Ah, mais pourquoi pas? Ça peut être une idée ponctuelle. Coda Arena. Et on peut justement parler de Coda vs RTL. Mais bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Ou de parler, après, je sais pas si on peut parler aussi de Notion, enfin, un peu tout. Ces trois outils, peut-être, Notion, Coda, RTL. Après, on va partir sur Smart Suite aussi, si tu veux. Non, ok, Coda vs RTL. Ouais, c'était sérieux ce que je disais, hein. Mais Non, mais après, c'est toujours le problème de se dire, tiens, quand tu compares, après, t'en as. Ouais, c'est difficile de faire tout en 1 heure, quoi. ce qui est important, parce que j'en ai discuté, j'avais envoyé un message à Gareth Pronovost là-dessus, c'est parce que les gens veulent changer pour certaines features des nouveaux outils. Et la question, c'est qu'est-ce que tu perds? Et tu sais généralement qu'à posteriori, parce que c'est le moment où tu vas faire un paramétrage et où tu vas voir, ah zut, je suis bloqué. Tu vois, c'est pas simple ça. Ouais, c'est d'autant moins simple quand tu es très habitué à un outil en particulier. Bien sûr, exactement. Et une personne qui est agnostique, on va dire, de base, ne sera pas gênée. Ah, ça on peut pas, bon bah tant pis, ok. Tandis que nous, si on sait, purée, ça j'aurais pu le faire facilement sur Airtable. C'est à peu près le genre de réaction qu'on peut avoir, ouais. Non, mais voilà, mais je pense qu'on va faire ça, hein, Coda vs RTL, c'est bien. Il y a plein de choses à dire. Du coup, tu seras l'arbitre, Élise? Mais non, oui, enfin comme sinon Xavier aussi, Xavier, tu peux venir aussi. Je représente Airtable, Xavier représente Coda, et toi, tu nous empêches de nous taper dessus. Coda, c'est pas comme Notion. Et ben en fait, enfin si, ça ressemble visuellement à Notion, mais c'est beaucoup plus axé base de données, automation, etc. Je suis non violent. Moi aussi, je suis non violent, sauf quand les gens essayent de me convaincre que nos Coda c'est bien. J'y peux rien. Bon, allez, il faut aller manger, il faut aller travailler, il faut aller faire. Allez, on va travailler. Jouer au tennis, aller à la piscine, voilà. Ah, c'est vrai que faut entretenir le mythe du freelance qui travaille quand il veut et tout. Faut entretenir le mythe du slow freelancing. On est slow freelance. Ok, bah, écoutez, on se tient au courant du coup pour la prochaine si jamais c'est bon. Merci à tous les deux, merci aux gens dans le chat. Bye bye. Au revoir à tous. Et à très vite. Mais pas Bali. Salut. Bye bye de Bali.
Salut. De Bali, t'es à Bali? Non, du 13e. Ah, ok. Ouais. Paris, c'est pas Bali. Allez, bye.